suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. La Villa Gamberaia est un des jardins les plus raffinés et charmants de Florence. Malgré son histoire récente, c'est un concentré de l'art des jardins italiens qui défile sous nos yeux. Au début du XVIIe siècle, la famille Lapi, riche marchand florentin, construit cette villa au milieu des champs d'oliviers. Le domaine, installé sur les pentes de Settignano, domine de manière majestueuse la ville de Florence. Alessandro Carlino est historien, auteur d'une thèse sur le jardin de la Gamberaia. Alessandro, à quoi correspondait cette mode de la villa florentine, de ces villas qui venaient s'installer en dehors des frontières de Florence? Aux alentours de la ville de Florence, surtout sur les collines de Settignano, naissent des villas comme la Villa Gamberaia. Elles représentent un symbole social, évidemment. Elles ont également un rôle important en ce qui concerne la production agricole. Et en même temps, la possession, la construction d'une villa de ce type est un symbole d'affirmation sociale. Les villas, et la Villa Gamberaia en particulier, sont des villas qui dominent le paysage florentin. Elles se trouvent sur la colline. Elles dominent également le paysage agricole dans lequel elles s'inscrivent. Une partie est directement liée à la production agricole, avec des annexes, des caves pour la transformation de l'huile. Mais elles ont également une parcelle directement liée au jardin, qui est très appréciée. Dans le cas spécifique de la Villa Gamberaia, par exemple, là où nous sommes actuellement, elle domine complètement la ville de Florence. C'est la partie publique qui servait aussi à créer de la surprise et à illustrer des qualités telles que la puissance sociale et économique de la famille qui la possédait. Le visiteur arrivait, se retrouvait directement ici, avec toute la ville de Florence à ses pieds. Typique du jardin Renaissance, deux axes se croisent. L'axe nord-sud est un long et vaste rectangle de pelouse, c'est le boulingrin. Il part du nymphée, la grotte dédiée aux nymphes, longe la villa et le parterre d'eau, puis s'étire vers la plaine. L'axe est-ouest relie le cabinet de Rocaille à la spectaculaire terrasse ouverte sur Florence. L'orangerie, soutenue par un mur de plusieurs mètres de haut, domine l'ensemble et s'entoure de deux bosquets. Le jardin de la Gamberaia est un exemple d'équilibre et d'harmonie. Un symbole fort marque le style Renaissance, le nymphée. On le découvre à l'extrémité de la grande allée.
Alessandro, la Renaissance italienne naît en Toscane entre le XIVe et le XVIe siècle. Et pourtant, la Villa Gamberaia est une villa Renaissance, mais qui est construite au XVIIe siècle. C'est exact, mais elle reprend les formes et les modèles de la Renaissance du XIVe et puis du XVe et du XVIe siècle. Le Nymphée, qui est cet ouvrage qui est censé célébrer la présence de l'eau dans le domaine, est un ouvrage presque archétypal, presque un cliché des jardins de la Renaissance. Oui, l'élément archétypal est un des éléments qui fait partie de la redécouverte de l'Antiquité. La typologie des villas toscanes suit la tradition de la villa romaine, à travers des éléments comme le nymphée, un archétype qui nous rappelle le modèle antique. Il y a une symbolique qui se déploie tout au long du jardin et qui part de cet élément initial, qui est l'obscurité de la colline, et qui rejoint la lumière de la vallée. En plus, la forme est très particulière. C'est une silhouette qui représente à la fois Poséidon et Pan. Il y a le trident de Poséidon qui est connu dans la mythologie, et c'est lui qui fait trembler les structures. Mais aussi Pan, avec son cri qui sort de l'antre et qui fait trembler les personnes qui l'entendent. Dans ce cas, nous avons une figure qui émerge du centre de la grotte et fait trembler la structure. Ce n'est pas une ruine. Ça n'a pas été détruit par un tremblement de terre. Cette structure a été pensée comme tremblante. Il est probable que lorsque les lapis réalisent ce nymphée, c'est sûrement dans un but précis. Ils viennent en effet de la villa Montereggi, qui a été frappée par un tremblement de terre en 1610. On peut dire qu'ils ont créé cet hôtel pour rendre hommage aux dieux et demander leur protection. Alors tout ira bien. À partir du XVIIIe siècle, les artistes et les jeunes gens fortunés voyagent à travers l'Europe et redécouvrent les grandes capitales. C'est ce que l'on appelle le Grand Tour. Mais à Florence, ils ne font pas que passer, ils s'installent. À cette époque, la population de la ville est composée d'un tiers d'étrangers. Alessandro, les artistes vont redécouvrir la villa florentine au XIXe siècle. La villa Gamberaia joue un rôle plutôt particulier dans ce contexte. Elle est achetée à la fin du XIXe siècle par la princesse roumaine Catherine Cașco, épouse d'Eugenio Ghica. La villa devient un lieu d'attention à cause des commérages autour de la personnalité très spéciale de cette princesse. Elle vit recluse avec une amie, la peintre américaine Florence Blood. Elles sont l'objet de ragots, mais elles font également revivre le mythe de la villa en question.
Grâce aux témoignages des voisins, de ces artistes, d'historiens d'art, de personnages connus, la villa devient le centre de la redécouverte du jardin italien à la fin du XIXe siècle. La restructuration du lieu par la princesse Ghika sème le trouble. Le jardin garde son empreinte Renaissance alors qu'il subit une rénovation contemporaine. Maria Chiara Pozzana est architecte paysagiste en charge de la restauration du jardin. Et c'est une princesse roumaine qui va reprendre le dessin du parterre au XXe siècle et qui va offrir une nouvelle manière d'architecturer le jardin. En effet, Catherine Jeanne Ghika, princesse d'origine roumaine, qui par ailleurs avait un mari qui n'a jamais vécu ici, a étudié aux Beaux-Arts à Paris. C'était une sculptrice. Je pense qu'elle a découvert ce lieu à la fin du XIXe siècle, peut-être même par hasard. C'était un lieu abandonné, pas comme on peut le voir aujourd'hui, car au cours du XVIIIe siècle, le jardin a connu une phase de relatif abandon. Je m'imagine dans la tête d'une artiste qui découvre ce lieu d'une beauté indicible, incommensurable, unique. Elle a alors la volonté de l'enrichir avec quelque chose de contemporain, pour son époque naturellement, en inventant une création absolument artistique. Elle ajoute sa fibre artistique, une nouvelle étape. On peut voir le jardin comme un oignon. On dit qu'il ne s'épluche pas, c'est un terme que l'on utilise souvent dans nos travaux de restauration. Bref, elle ajoute à ces différentes strates sa propre couche, sa propre création artistique. Et elle fait cela en utilisant les connaissances de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, à une époque où en Europe prédomine le jardin victorien, chargé de couleurs et de décorations. Sur les photos du début du XXe siècle, on voit le jardin tout juste planté et on distingue clairement les petites haies. Mais surtout sur ces photos des années 1910-1914, on perçoit la présence des fleurs. Il y avait avant d'importantes bordures particulièrement fleuries, la couleur jouant alors un rôle dans ce jardin. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Il reste encore quelques roses. La princesse Ghika ne s'intéresse pas tant à une école de pensée. Elle ne tient pas forcément à refaire un jardin baroque ou à faire un jardin Renaissance. Ce qu'elle veut, c'est créer une œuvre d'art. C'est vraiment l'œuvre d'une artiste, ce qu'on a sous les yeux. Oui, c'est exactement ce que je pense. La restauration des jardins historiques n'est pas son problème. En effet, dans l'histoire des jardins du XXe siècle, le thème de la restauration ne naît que quelques décennies après. La question qu'elle a dû se poser était comment interpréter un lieu et en faire une œuvre d'art. Et alors, le tour de force de la princesse Ghika, c'est que sur ce parterre, elle va inverser les volumes et les vides. Elle va inverser les parterres de broderie, les évider pour faire des bassins et remplacer les allées par des haies de buis. Elle ne s'est pas demandé s'il fallait récupérer ou non les broderies, comme on pourrait se poser la question maintenant. Mais cela n'a pas de sens de comparer notre perception des choses avec celle d'une artiste du début du siècle passé. Étant sculptrice, elle interprète cet inversement entre les surfaces pleines et vides.
Elle crée ces miroirs d'eau dans lesquels se reflète le ciel. Une idée absolument géniale. Elle était certainement dans la tradition des jardins-sculptures. Je pense surtout qu'ici, c'est son jardin. Elle vit ici. C'est par ailleurs une femme très solitaire, avec de très grandes relations internationales en tant que princesse. Mais à la Gamberaia, elle ne mène pas une vie mondaine. Elle reçoit des visites de savants, d'architectes qui viennent de partout dans le monde pour voir le jardin. Ils pensent faire le dessin d'un jardin Renaissance, alors qu'en réalité, ils dessinent le jardin de la princesse Ghica. Et cela est vraiment amusant. Le jardin de la Gamberaia brouille sans cesse l'œil du promeneur. Malgré l'apport créatif d'une artiste talentueuse au début du XXe siècle, l'esprit Renaissance n'a pas disparu. Aujourd'hui, les terrasses et le cabinet de rocaille rappellent les grands jardins de l'époque. Les matériaux rappellent ceux utilisés dans les décors Renaissance. Cailloux, scories, pierres et surtout coquillages. Tiziana Grifoni est ingénieure agronome et guide à la Gamberaia. Tiziana, le plan des jardins de la Villa Gamberaia est un exemple de proportion, un exemple d'équilibre, de tension dans les lignes. S'agit-il d'un dessin parfait? Oui, le jardin, toute la propriété de la Villa Gamberaia sont extrêmement harmonieux. C'est un petit jardin qui s'étend sur une superficie d'environ 1,5 hectare, mais il est extrêmement bien conçu. Toutes les différentes parties se dessinent ensemble et créent cette harmonie. C'est un peu comme une poupée russe, plein de petits jardins insérés dans un unique ensemble, le jardin dans sa globalité. Alors malgré la situation dominante du jardin sur ce plateau, grand ouvert sur le ciel, c'est un jardin qui ne va pas se dévoiler d'un seul coup. Oui, c'est vrai. Cela fait aussi partie de l'illusion que l'on cherche à créer chez le visiteur. Un lieu plus grand qu'il ne l'est. Les différents secteurs du jardin ne sont révélés qu'en s'y promenant, en les visitant. Il n'y a jamais une vision globale du jardin en un seul coup d'œil. De quelle manière sont distribués les différents jardins, les différents espaces des jardins de la Villa Gamberaia? Le jardin de la Villa Gamberaia s'articule en plusieurs petits jardins. Chacun d'entre eux a été conçu pour un moment particulier de la journée, pour une saison particulière de l'année. Nous avons donc la partie sud, qui est très ensoleillée et chaude l'hiver, donc très agréable. Tandis que la partie nord est plus à l'ombre, plus fraîche. En effet, le jardin des agrumes est particulièrement agréable les soirs d'été, avec ce vent qui disperse les parfums. C'est très sensuel.
La terrasse de l'orangerie est retenue par un spectaculaire mur de soutènement du XVIIe siècle qui a permis de surélever le jardin. Il est fréquemment restauré afin d'éviter les problèmes d'infiltration. Le mur reçoit un nouvel enduit, puis les formes d'origine sont redessinées avant l'application des différentes teintes de peinture. Diana, il faut comprendre que ces orangers, ces citronniers étaient de véritables trésors à cette époque. Les agrumes sont les plantes reines du jardin italien. C'est peut-être eux qui le représentent le mieux. Ils ont traversé toute l'histoire du jardin romain au jardin contemporain, sans jamais connaître un moment d'oubli. Dans un certain sens, ils étaient, surtout pendant la Renaissance, un symbole. Comme aujourd'hui les cheikhs arabes collectionnent des Lamborghini ou des Ferrari, à l'époque on collectionnait les agrumes. Avoir une grande collection d'agrumes signifiait montrer que l'on avait une famille riche, puissante. Pouvoir se procurer des variétés plus précieuses en les faisant venir de loin était vraiment synonyme de richesse. Ces plantes apportent également une forte valeur symbolique. C'est certainement une des raisons pour laquelle elle a eu autant de succès à toutes les époques. Le fait d'avoir en même temps sur la plante les fleurs et les fruits fait des agrumes un symbole d'immortalité, d'éternité. C'est ce qui leur a permis d'occuper une place spéciale dans le jardin. Diana, au-delà de la collection, à quoi servaient tous ces citronniers, ces orangers ? Les agrumes avaient beaucoup d'usages. Ils étaient utilisés dans la pharmacopée naturelle, dans la production de parfums, d'essences, dans la cuisine, mais aussi comme cadeau pour les invités importants. On leur offrait le fruit le plus rare, le plus étrange. Maria Chiara, aujourd'hui, le jardin il a considérablement changé, le jardin de la princesse Ghika. On voit que les buis, les ifs ont pris des proportions spectaculaires. Oui, le jardin a aussi grandi indépendamment de la volonté du jardinier. Et il a un peu trop grandi d'une certaine façon, en changeant complètement d'aspect par rapport à ce qu'il était au début du siècle. Donc on ne peut pas totalement dire que c'est le jardin de la princesse Ghika. Bien sûr, sa création et sa créativité sont encore présentes. Mais il n'y avait pas ces buis si grands, ces ifs si colonnaires, élancés, avec une allée aussi gigantesque, comme la sphère au fond. Et puis ce sont les vues aussi qui ont changé avec ces palissades de cyprès qui ont pris des proportions spectaculaires elles aussi. Certainement, même si l'on doit garder à l'esprit que cette extraordinaire palissade de cyprès existe depuis le XVIIIe siècle. Elle est donc très ancienne. Le jardin de la Gamberaia, en tant que livre d'études ouvert, nous enseigne quelque chose d'essentiel. Nous connaissons le jardin dans son histoire. C'est une histoire en strates, avec beaucoup d'étapes, beaucoup de moments différents qui varient. Le jardin était un lieu de changement. Nous ne devons pas en privilégier un plus qu'un autre.